Peut-être dire un mot pour te présenter. Je vais rester debout, moi je voilà, c'est très bien. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis la dernière présentation ou l'avant-dernière, c'est ça? L'avant-dernière, il y a Fabien. Donc gardez un peu du jus de cerveau parce qu'il y a plein d'informations qui vont venir entre Fabien et moi encore. Donc je suis ravi d'être ici. Donc je suis Sébastien Romégous. Je suis donc le fondateur de Biosphère et du Centre de développement de l'agroécologie. Et merci d'avoir mis notre logo comme parmi les pionniers. Effectivement, ça fait une dizaine d'années qu'on développe l'agroécologie, puis qui s'appelle de plus en plus l'agriculture régénératrice aujourd'hui. Mais en fait, donc on développe ces systèmes agricoles au démarrage des producteurs. Nous, on a commencé vraiment très proche du terrain. Donc on animait des collectifs d'agriculteurs autour de la production de variétés de céréales anciennes, les couverts végétaux, les associations de culture, dans l'Ain. Et petit à petit, eh bien, on s'est développé et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler voilà, pour de très grandes entreprises, des États ou des collectivités qui souhaitent transformer leur chaîne de valeur agricole, qui souhaitent transformer leur filière. Et donc, voilà, c'est plutôt intéressant et je suis très heureux de pouvoir participer à, on va dire, une conférence autour de l'hydrologie parce que ça fait 1 an que j'ai commencé à réfléchir sur cette notion de façonner le paysage ou le système de culture pour mieux récolter l'eau. Et je trouve que les premières voilà, présentations qui vous ont été faites sont intéressantes et structurantes, notamment sur cette notion de façonnage horizontal et vertical. Et je trouve que c'est très à propos et je rejoins le fait que les sols et l'agronomie sont vraiment des méthodes pour venir structurer au niveau vertical l'infiltration de l'eau et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. La thématique de cette conférence, c'est de venir vous transmettre au travers d'exemples concrets comment nous on aborde cette notion d'hydrologie dans la mise en place de systèmes de culture auprès voilà, de nos différents projets qu'on met en place. Mais aussi, je pense qu'il y a une problématique assez importante qui est assez peu, on va dire, explorée, c'est par où commencer pour régénérer un écosystème. Parce qu'on parle souvent d'agriculture régénératrice, on parle d'hydrologie régénératrice, mais si vous remarquez, dans toutes les présentations qui vous ont été faites, chacun parle d'holistique, d'intégration, parce qu'en fait, tout est relié. Donc, certes, on est des professionnels de certains secteurs, mais au final, on vient rejoindre toujours cette notion d'holistique, c'est-à-dire l'agronomie, l'agriculture, n'est pas complètement déconnectée des cycles de l'eau, des cycles du vivant en général. Il faut pouvoir tout mettre ça en place. Et donc c'est voilà, sur cette thématique-là que je vais intervenir. En 2 mots pour vous présenter les structures, parce que c'est mieux de savoir à qui on s'adresse. Donc moi je suis fils de producteur dans le sud de la France et petit à petit j'ai eu l'idée de façonner des entreprises qui permettent de structurer et de rendre mainstream l'agriculture régénératrice ou l'agroécologie. L'ambition, c'est que demain, ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle est complètement disparue parce que, on va le voir aujourd'hui, elle est très efficace pour nous permettre d'avoir des denrées alimentaires en quantité et ça peut être soumis à débat, mais quand même en qualité. Hein. Là, je reviens du Bénin, je peux vous dire que la question de l'aspect sanitaire au niveau de la nourriture, chez nous, c'est gagné. Et si on regarde cet aspect-là, on a quand même fait des choses formidables, quoi qu'on en dise. Il y a d'autres aspects au niveau de la qualité de la nourriture, mais c'est un système très efficace pour permettre ça. Maintenant, il faut la faire changer, cette agriculture, pour qu'elle permette de préserver les fonctions des écosystèmes. Et c'est avec cette ambition donc, que j'ai monté donc, Biosphère, le Centre de développement de l'agroécologie, l'Institut de formation de l'agroécologie et Microsphère, qui sont des entités de R&D, de formation et de laboratoire pour permettre d'accoucher de ces systèmes-là et les rendre fiables au regard de toutes les entités qui auraient une relation avec le territoire ou l'agriculture. On peut passer. Alors, je vais commencer par une question, et je pense qu'avec les présentations que vous avez eues, vous êtes 100% aptes pour ceux qui sont non-hydrologues dans la salle de répondre. Est-ce que ces paysages sont efficaces pour optimiser le cycle de l'eau? Et pourquoi? C'est quoi la principale dysfonctionnalité qu'on peut voir là? Sol nu. Il y a des sols nus, il n'y a pas de plantes, donc derrière, qu'est-ce que ça vient amener? Voilà, ruissellement, mauvaise infiltration, mauvais remplissage de la réserve utile, mauvais remplissage aussi des nappes d'eau profonde, etc. Pourtant, on est quand même ici sur quelque chose qui traduit 80-90% de nos paysages agricoles en plaine. Donc ça veut dire que malheureusement, hein, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, mais c'est quand même ce qu'on croise la majorité du temps en plaine de céréales par exemple. On peut passer. Donc j'ai souvent coutume de dire malheureusement qu'une de mes plus grosses bases de données photos c'est l'érosion et du ruissellement. Parce que quand on bat la campagne pour aller faire du conseil, ben on a beaucoup d'opportunités au printemps ou à l'automne de croiser ce type voilà, de dégâts, hein, puisque ce sont des dégâts sur des infrastructures naturelles.
Donc on a de l'érosion massive et très visible sur 2 photos, mais on a également des phénomènes plus pernicieux. C'est-à-dire que, en fait, quand on a des parcelles comme en bas en vigne, on est en Provence, on pourrait se dire, bon ben ça va, mais finalement on a des phénomènes de glaçage et de battance du sol, on a quand même des mouvements de matériaux dans les passages de roues. Ici, on a des phénomènes de battance généralisés sur la parcelle, et donc derrière, on a une imperméabilisation, qui est un des phénomènes les plus problématiques. Tu peux dire un mot sur la battance? Oui, donc la battance, c'est un phénomène qui vient glacer la surface des sols notamment qui sont limoneux, hein, et donc vous avez une couche plus ou moins épaisse qui vient empêcher l'eau de s'infiltrer, en tout cas qui diminue la vitesse d'infiltration, et donc derrière, ça veut dire que si vous tombez 20 mm, il y en a peut-être la moitié ou les 3/4 qui vont partir dans le fossé directement, qui ne vont pas s'infiltrer sur la parcelle. Voilà, donc on peut passer. Ici vous avez encore quelques photos, donc là on est aussi en Provence sur de la vigne, avec de l'érosion qui est réelle, donc derrière on a une perte de capital. Donc qu'est-ce qu'on a ici comme problématique? Perte de capital sol, mauvais remplissage de la réserve utile et aussi des nappes d'eau profondes, et des phénomènes de dégradation des sols, parce que là le sol n'est plus capable de boire l'eau. Un être vivant résiste à l'eau habituellement. Si vous et moi on ne résistait pas à l'eau, on serait un peu embêtés là, dans cette salle. Un sol dit vivant, hein, on peut avoir plusieurs définitions, mais pour moi c'est un sol qui résiste à l'eau. Parce qu'un sol qui résiste à l'eau, c'est qu'il y a un problème de déficit au niveau de ses structures naturelles, notamment de sa micro- et macroporosité. On peut passer. Ici, vous avez aussi un autre problème avec des sols qui fonctionnent mal. Vous avez de l'érosion là qui est visible, et si on passe sur les autres diapos, encore, voilà, en fait, on observe très clairement que nous avons donc ici des phénomènes d'érosion, une accumulation de sédiments en bas de pente, et l'érosion va finir dans une mare, et donc va créer des problématiques de pollution diffuse. Ça peut être des pesticides, des résidus de pesticides, ça peut être des fertilisants, mais en gros, on vient apporter tout un tas de dysfonctions à l'écosystème. Donc, moi je suis issu d'une ferme qui était en agriculture très conventionnelle, mais pourtant il faut accepter que malgré tout, ces itinéraires culturaux ne fonctionnent pas pour nous permettre d'avoir une hydrologie sur la parcelle qui marche, et derrière, on perd tout un tas de services. Donc, comment faire? Alors, on a eu des bribes, on a eu des fois des solutions complètes, des fois des bribes de solutions. Moi, aujourd'hui, je vais vous apporter comment je vois les choses. Donc, ici, vous avez 2 parcelles. Je les montre très souvent en conférence parce que c'est assez édifiant. Vous avez juste un chemin de 3 mètres entre ces 2 parcelles. Et pourtant, vous avez une réponse à l'eau qui est complètement différente. Donc, pourquoi on a cette réponse à l'eau aussi différente? C'est tout simplement les pratiques agricoles. Parce qu'on a les mêmes typologies de sol. On a la même pente, on est dans la même localité, il y a eu la même quantité d'eau qui sont tombées sur la parcelle, pourtant 2 réactions complètement différentes à l'eau. D'un côté, on a un système plutôt classique de labour combiné semis, hein, donc en gros je passe une charrue et je passe un outil d'affinage des sols animé, et après je plante, et donc je me retrouve dans un système qui vient moins bien infiltrer l'eau, puisqu'elle s'accumule en bas de parcelle. On voit que l'eau n'est pas claire, donc elle est chargée en sédiments. Donc je dirais que c'est une forme d'érosion qui est peut-être la plus pernicieuse, parce que quand on a un crack dans sa parcelle, on voit les choses, on peut être choqué. Quand on a de la pollution, de l'érosion diffuse de cette manière-là, on ne le voit pas bien, on perd un demi-millimètre, 1 millimètre par an, mais en fait ça reste quand même une perte de capital net. À côté, on a un système ici, en semi-direct, depuis 7-8 ans, quoique depuis que je monte ces images, ça va faire 10 ans, et donc on a une infiltration qui est extrêmement efficace. Vous pouvez rentrer avec des petites chaussures comme ça sur la parcelle, c'est pas un problème. Vous ressortez, vous n'avez pas de terre sous les pieds. À côté, vous allez sortir avec 1 kilo sous chaque pied. Donc ici, qu'est-ce qui a fait ça? Et on en a parlé durant ces différentes conférences que vous avez eues juste avant moi. Le végétal, la couverture des sols, sont des systèmes qui sont basés sur les couverts végétaux systématiques, restitution de biomasse, 0 travail de sol, donc on a du semi-direct de céréales. Et donc, on a eu une parcelle où on va avoir déjà en quantité de lombric, on va passer de 200 kg à 200-300 kg à plus d'1 tonne. Donc derrière, on a une fonctionnalité, c'est-à-dire que la biodiversité nous apporte des fonctions et des services. On a une biomasse microbienne, on n'a pas fait de mesure, mais qui est sans doute plus importante également. Et on a surtout de la protection, c'est-à-dire que les végétaux qui ont été détruits avant l'implantation viennent protéger le sol, ralentir la vitesse de l'eau, favoriser l'infiltration. Donc là, on a un bon remplissage de la réserve utile. Et c'est ça qu'on recherche pour avoir une bonne agronomie. Et vous voyez bien que quand on fait une bonne agronomie, qui suit en quelque sorte un peu les règles de fonctionnement du vivant, hein, qui soient toujours couverts, etc., on a une bonne hydrologie. Donc les 2 cycles sont intimement connectés, et c'est ce qui a été présenté voilà, par la personne qui était au Canada, j'avais trouvé ça intéressant. Cycle de l'eau et cycle du carbone sont intimement connectés, et c'est la réalité.
Donc, qu'est-ce qu'on va chercher au travers d'une agriculture dite régénératrice? On va chercher à restaurer les fonctions des écosystèmes en passant d'un système qui est industriel, efficace pour produire à manger, mais dégrade la biosphère, à un système qui va venir l'aggrader. Et donc derrière, on va chercher du zéro érosion, de la réduction des lessivages, beaucoup de micro et macro porosité. En fait, ce qui fabrique l'infiltration, c'est pas la magie, c'est juste que j'ai de la porosité. Donc cette verticalité dans mon sol qui marche, de la surface à la profondeur, ça fonctionne. Je dis souvent qu'un sol qui marche, c'est un sol qui vraiment est connecté de la surface à la profondeur. Et quand je dis profondeur, c'est 2 mètres, 3 mètres, la profondeur de sol. Des racines peuvent descendre largement jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Donc quand on met un couvert végétal, on est plus efficace qu'un outil de travail de sol pour structurer le sol. Par contre, il y a des situations où des fois ça doit s'y prêter. On parle de l'agriculture de conservation en agriculture biologique. À un moment donné, on a des ruptures. Si on ne veut pas utiliser d'herbicides, on doit utiliser un peu de mécanisation. Donc il y a un peu de travail de sol. Donc c'est des défis techniques, des verrous techniques qu'il faut affronter. Mais par contre, on va éviter de brasser et travailler trop les sols. Et on va favoriser cette couverture permanente. Voilà. Donc, si on résume, qu'est-ce qui nous permet en agronomie de pouvoir avoir un sol résilient et qui fonctionne et d'avoir une bonne hydrologie? La couverture des sols, et j'ai à dessein de simplifier l'équation, sinon rentrer dans des débats d'experts, c'est pas le propos, j'ai que 20 minutes, mais en gros, dès que je couvre les sols, j'ai plus d'érosion, j'ai une meilleure infiltration. Voilà. Il n'y a pas de débat, c'est d'une netteté. J'ai pas besoin de dire oui, j'ai des sols à 1% de matière organique, 0,5, 10%, 4%. Vous prenez un sol à 0,3% de matière organique, vous le couvrez, il tient. Si la couverture est homogène. Cette couverture, elle est faite à base de quoi? C'est de la biomasse végétale. Donc derrière, la biomasse végétale se nourrit quoi? Du soleil et de l'eau. Donc on a encore cette connexion cycle du carbone et hydrologie. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'équation de restauration d'un écosystème? On a plein de notions qui peuvent venir se percuter et je pense qu'il faut sortir en fait de choses trop floues. On parle de photosynthèse, de couverture, de biodiversité, de services écosystémiques, d'eau, de carbone, on pourra en rajouter des centaines. Mais quelle est l'équation en fait et par où il faut démarrer pour pouvoir restaurer un écosystème, que ça soit en agronomie ou que ça soit on va dire, une sorte d'ingénierie des écosystèmes qui je pense va émerger de plus en plus. En tout cas, de plus en plus je me dis que je ne fais pas de l'agronomie, je fais de l'ingénierie des écosystèmes et je sors un produit alimentaire pour les humains, mais en fait c'est bien la garantie que mon écosystème n'est pas détérioré par mon action qui m'importe et pas que juste produire de la nourriture. Donc pour moi l'équation est celle-ci. Alors je l'ai forcée un peu linéaire, forcément c'est systémique, mais si je la mets de façon linéaire pour un peu segmenter les choses, j'ai d'abord l'eau qui permet de produire du carbone et de la biomasse vivante, qui permet de faire de la biodiversité. Moi ça me fait toujours rire quand j'entends les gens, ils me disent oui, pour faire de la biodiversité, il faut arrêter les pesticides. Donc bien sûr que l'arrêt des pesticides permet de ne plus détruire certaines parties de la biodiversité, et notamment des fongicides ou des insecticides systémiques à spectre large. Mais en fait, si vous n'avez rien à manger, la biodiversité, elle ne va pas faire x 1000. Alors que si je garde le même niveau d'utilisation des pesticides, mais que je viens de travailler le volet végétal, création de niches écologiques, couverts végétaux, etc., je vais avoir une bonne biodiversité indifféremment des pesticides qui sont utilisés. Je sais que ça fait mal. Là, moi, je consomme de la bio depuis très longtemps. Toute l'exploitation familiale est désormais en bio, donc je ne suis pas un anti-bio du tout. Par contre, il faut regarder la réalité des faits. Ce n'est pas une opinion, ce que je suis en train de vous dire. C'est des mesures depuis 10 ans. Donc en fait, la vraie question, c'est si je veux de la biodiversité, je dois avoir de l'énergie. Et en fait, là, c'est l'équation de l'énergie sur Terre. De l'eau et du soleil permet de faire de la photosynthèse, qui permet de créer des niches écologiques, qui permet de créer tout ça. Vas-y, on peut y aller. Voilà. Donc en fait, l'eau plus le soleil permet de venir stabiliser un écosystème grâce à de l'énergie disponible, soit le pollen et le nectar, à travers des fleurs, soit la biomasse directement consommée, soit des fruits directement consommés, soit à la destruction du couvert par les décomposeurs du sol qui seront aussi consommés. Donc tout ça fabrique de l'énergie. En fait, la photosynthèse, et quand on travaille des systèmes de culture ou d'élevage performants, on va récolter efficacement l'énergie du soleil. Mais pour récolter efficacement l'énergie du soleil, j'ai besoin du moteur de la vie qui est l'eau. Et c'est pour ça que ces deux notions sont intimement reliées. Et derrière, je peux avoir de la biodiversité. Et c'est pareil, les services écologiques ne sont fournis que par de la biodiversité utile. C'est-à-dire que dans un désert, il n'y a pas de service écosystémique. Donc en fait, pour avoir des services écosystémiques, j'ai besoin de biodiversité. Pour avoir besoin de biodiversité, j'ai besoin d'énergie. Et l'équation de l'énergie, elle est ici. Oui, tu peux passer. Et donc forcément, il y a une sorte de relation entre l'eau et le carbone. C'est-à-dire que, on l'a vu à plusieurs égards, dès que je commence à remettre des infrastructures naturelles, et si je les design bien, j'influence ce petit cycle de l'eau, mais en fait par
tout un tas de petits cycles, j'influence le grand cycle aussi de l'eau, et donc il y a une forme de cercle vertueux qui se met en place à partir du moment où je dessine correctement mes systèmes de culture. Donc comment je fais pour dessiner ces systèmes de culture? Et je vais prendre deux exemples. Donc le premier, un exemple pris sur la vigne. Oui, tu peux y aller. Donc la vigne, elle a des besoins en eau qui vont commencer, voilà, printemps, été, a fortiori ça augmente au débourrement, la floraison, la nouaison, la véraison, et ensuite ça réduit. Donc ça, ce sont des phases printemps-été. La vigne d'hiver, elle est en repos végétatif, elle a moins besoin d'eau aussi à l'automne, et notamment après la chute des feuilles, parce que si j'ai plus de feuilles, j'ai plus de photosynthèse, j'ai moins de besoin, j'ai plus de besoin pour le coup, et donc j'ai stocké mes réserves, et donc derrière, il faut avoir une stratégie quand on façonne un système viticole. On va pas juste dire, je restaure l'écosystème, je produis plus de raisin. Parce que des fois, j'entends un peu ça, et c'est vrai. Moi, je peux faire une parcelle avec blindée de vers de terre et excellente qui produit que dalle, en fait. C'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on est en train de chercher la combinaison produire en qualité et en quantité, tout en garantissant que l'écosystème n'est pas détruit. Et donc, on a une période ici, là, en hiver et au printemps, où on peut mettre en place des couverts végétaux. Alors, on pourra parler de périn ou de semer. Là, je vais prendre l'exemple du semer. J'aime bien le périn parce qu'on l'a mis une bonne fois pour toutes et après il dure. Mais on va prendre un exemple de restauration de la qualité des sols et d'infiltration en tenant compte des besoins de la plante cultivée. Ma plante cultivée, je sais qu'à partir d'ici, je dois couper la pompe à eau. Alain l'a très bien dit, le végétal dans la vigne peut concurrencer au niveau hydrique. Donc, il faut faire attention en fonction de l'état des sols, de la réserve utile et du stock d'eau prévalent, et du climat en général, et de la chance d'avoir de la pluviométrie, notamment à partir du milieu du printemps, où là on peut avoir de la concurrence et faire chuter les rendements. Donc tu peux passer. Donc derrière ici, je vais chercher quoi? Je vais chercher à recharger le profil de sol. Donc je veux que ma verticalité soit opérationnelle, c'est-à-dire quand l'eau tombe sur la parcelle, ça vient remplir ma réserve utile au maximum. Bon, des fois j'ai des sols très superficiels, de 30 cm, donc ça c'est une autre chose. Bon, si le sol est profond, il faut le remplir. Je cherche à avoir de la porosité, de la matière organique au fur et à mesure du temps, et à retenir l'eau, via aussi l'augmentation du taux de matière organique. Et donc ici, vous avez trois systèmes qu'on a développés pour le Médoc au travers, voilà, on accompagne plusieurs châteaux. Derrière, c'est de passer d'un système qui couvre aujourd'hui 98% des surfaces, qui est celui-ci. Donc, les sols sont à nu, chaussage, déchaussage. Je me retrouve en fait avec un système, en plus, ce sont des vignes étroites, donc je passe avec des enjambeurs très lourds, donc je dégrade la structure de sol. J'ai un linteau de 10 cm sur mes interrangs qui aussi empêche une efficacité de l'infiltration. Donc j'ai un système qui certes produit du raisin, en plus on aime bien qu'il stresse un peu, comme ça il fait du tanin, etc. J'ai même eu des cas où des gens se sont efforcés durant les 10 dernières années à réduire d'un point de matière organique parce que c'était trop vigoureux. Ils ne se sont pas dit, tiens, je pourrais gérer la vigueur de ma parcelle en mettant de la concurrence avec des couverts végétaux, plutôt que d'essayer de diminuer mon taux de matière organique. Mais c'est comme ça que c'est vu. Et on a des erreurs fondamentales de positionnement, en tout cas c'est mon avis, attention. Par contre, ça n'empêche pas de faire des très bonnes bouteilles et de faire une très bonne production. Comment je fais? C'est quoi ma première étape? Qui va avoir le minimum de frottement. Parce que là, on parle de la vraie vie, c'est-à-dire que si on arrive et qu'on dit au viticulteur, tu vas changer toute ton organisation du travail, on va changer toutes tes pratiques entre aujourd'hui et l'année prochaine, ça ne passera jamais. Donc, quelles sont les pratiques qui ont le maximum d'efficacité pour le minimum d'effort? Et donc, on s'est dit, ben voilà, la première chose à faire, c'est un enherbement, un rang sur deux, avec du 100% légumineuse ou des mélanges de graminées légumineuses, qui permettent de pouvoir couvrir les sols au moins un rang sur deux, favorisent l'infiltration de l'eau un rang sur deux. Par contre, on a un dégagement autour des vignes suffisant, et j'ai un passage où mes travailleurs et mes ouvriers peuvent passer, ça ne me change rien dans mon organisation du travail, et derrière, je me retrouve avec quelque chose quand même de beaucoup plus efficace en matière de niche écologique. Un rang sur deux, j'ai quand même un couvert qui va jusqu'à mi-printemps. J'ai plus d'infiltration parce que j'ai mes racines et mon couvert qui travaillent pour moi. En plus, je fixe de l'azote, donc derrière, je peux imaginer des économies d'engrais à terme, parce qu'il faut que ça s'accumule. Et j'augmente mon taux de matière organique très progressivement. Et surtout, j'ai gagné du temps. C'est-à-dire que ça, c'est une équation qui, économiquement, le viticulteur, il est content. Pourquoi? Parce qu'il a gagné du temps. Un rang sur deux, il n'a pas travaillé ses sols à partir de début mars. Donc il a gagné 2 passages sur 50% de ses surfaces. C'est des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures de travail, selon la taille du domaine. Donc là, on a une équation économique qui marche, agronomique qui marche, écologique qui marche, et c'est ça qu'on essaie de trouver. Alors après, on va aller de plus en plus vers la nature et de moins en moins vers la praticité. Donc, tous les rangs, et où je laisse les couverts relativement longtemps. Et là, vous ne voyez plus la vigne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Là derrière, ça change l'organisation du travail, quand est-ce qu'il faut tailler ou pas, parce que forcément c'est des parcelles que je vais devoir tailler précocement parce que derrière j'ai trop de couverts. Les travailleurs ils se retrouvent avec de l'herbe jusque là s'ils travaillent trop tard, donc ils se plaignent et donc ça crée des problèmes sociaux. Donc derrière, là on est sur des pratiques où il faut un engagement du domaine beaucoup plus fort. Par contre ici, ne pas adopter ça, c'est même une erreur économique. Donc on a réussi à trouver une bonne combinaison. Voilà, donc si on a 100% des surfaces du Médoc avec le système La Centrale, déjà on améliore les choses de façon très conséquente. On n'a pas forcément besoin d'aller directement ici à casser les pieds à tout le monde. Ça c'est l'étape peut-être demain. Mais ça peut être adopté dès aujourd'hui sans trop d'efforts. On passe au suivant. Voilà, donc là j'ai un système qui en termes d'hydrologie, carbone et biodiversité s'améliore de plus en plus et je réduis l'érosion, j'améliore l'infiltration. On peut passer. Donc ça c'est un autre exemple. Donc c'est en Espagne. On travaille pour voilà, le groupe Andros qui nous mandate sur l'ensemble de ces sites de production les plus importants à essayer de changer massivement les pratiques. Donc moi personnellement j'ai quand même toujours été convaincu que quand le secteur privé allait s'engager dans cette transition on pourrait y aller massivement. C'est quand même le cas aujourd'hui, on a des beaux projets sur des centaines voire des milliers d'hectares. Donc oui ça bouge, alors après on peut toujours débattre, mais en tous les cas il joue un rôle très fort dans la transition aujourd'hui. Là, vous avez donc une parcelle où on a mis un couvert qui a été planté en septembre 2021. Il n'y a pas eu de pluie jusqu'en janvier 2022. Et là, on s'est dit, c'est bon, tout a foiré. Et pourtant, février 2022, après les 2 coups de pluie, donc on a eu à peu près 15-20 mm à chaque fois, on a un beau couvert qui s'est développé très homogène. On l'a couché en fin du printemps. Ça nous a fait un beau paillage en août. Et qu'est-ce qui se passe sur les parcelles sur lesquelles on n'a pas mis ça en place? On a ce que vous voyez ici, c'est-à-dire des herbes pionnières, vivaces, très compliquées, qui poussent. Et donc l'agriculteur a dit, c'est incroyable, j'ai compensé le prix de mes opérations et de mes semences par le fait que j'ai plus désherbé. Encore une fois, on trouve une combinaison entre l'économie, la praticité de travail et l'agronomie. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Ça sert à rien de développer des choses incroyables, mais qui coûtent super cher et que personne ne va adopter, à part quelqu'un qui est fondamentalement convaincu. 99% des gens s'en foutent en fait de nos histoires. Là vous êtes dans la salle, vous êtes sensibilisés, mais moi quand je travaille avec voilà, des agriculteurs très conventionnels qui ont l'amour de la production et de leur métier, mais tout ça c'est des histoires d'écolo, il faut les convaincre par l'économie, la praticité de travail, ça sert à rien d'essayer de faire des choses rocambolesques. Et là on a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant et on a fait là des choses très simples. Moi les couverts végétaux, là, super compliqués, nous notre expérience, on a beaucoup travaillé en élevage. Et en fait, j'appelle ça des métailles fourragées. Ça sert à rien de prendre des plantes extraordinaires. Avec 6 plantes, on sélectionne ce qu'il y a en local, donc de la vesse, soit de la vesse, de la févrole ou du pois, 3 céréales, triticale, avoine ou seigle. Je prends ce qu'il y a en local, 2-3 plantes, je fais mes mix, je mets 50% de légumineuses et feu, quoi. J'ai pas besoin de me compliquer la vie avec des plantes incroyables, des mélanges à 15 espèces, et ça fonctionne. Par contre, il faut un peu de céréales quand même pour faire ce paillage. Hein. Si vous allez trop vers la légumineuse, vous n'aurez pas cet effet-là. Donc il faut réussir à régler la machine, mais c'est pas hyper compliqué, c'est facile à adopter. Et là, on a eu un semoir en plus très classique. On a un peu travaillé les sols, parce qu'en fait, il fallait faire fi. Donc c'est là où, en fait, pour initialiser la machine, il faut un peu travailler. Je rejoins Alain là-dessus. Ne pas toucher, alors tout est cassé, ça sert à rien. Hein. Quand vous arrivez dans vous allez acheter une masure au fin fond des Cévennes et vous voulez la retaper, vous ne gardez pas tout en état. Vous cassez tous les murs, vous faites tout, puis après, vous mettez propre. Là, c'est la même chose. On peut passer. Et donc là, vous voyez que la parcelle de test, donc maintenant, ça ne va plus être une petite parcelle comme ça, parce que vu les résultats qu'on a eus, ça va s'étendre. Vous voyez que l'ensemble de l'écosystème est dégradé. On a les arbres irrigués, basta. Tout le reste, c'est désertique. Et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que, c'est la note d'espoir de la fin, c'est qu'à partir du moment où cette pratique, je suis désolé, à la con qu'on a développée, pas chère, robuste, vous prenez ça, vous le généralisez, ben votre petit cycle de l'eau, il est forcément influencé. Même si je ne vais pas fabriquer des super nuages parce qu'on n'est que sur un couvert herbacé, malgré tout, je vais augmenter l'humidité relative. Le matin, je vais avoir plus de rosée, donc je vais avoir une forme d'effet tampon. Alors ça peut favoriser plus de maladies aussi, notamment au début du printemps, mais je préfère, voilà, ça s'anticipe. Mais globalement, je me retrouve avec un outil simple et pas cher, robuste, de design d'écosystème. Je pense que c'est vraiment sur ça qu'il faut tendre, en tout cas nous c'est ce qu'on essaie de faire. Et donc, l'agriculture, aujourd'hui, qui occupe par exemple en France plus de 45% des surfaces, c'est pas juste un outil pour produire, c'est un outil de restauration des écosystèmes
obligatoire, et donc on doit pouvoir tendre sur ces techniques robustes, simples et pas chères. Et quand je vois sur ces sols-là à 0,3% de matière organique ce qu'on arrive à faire, c'était pas gagné, hein. Moi je vous avoue, quand on a commencé le programme, j'ai dit allez, on va aller à fond sur la manette, mais est-ce qu'on va réussir? Et en fait, on s'aperçoit que ça marche très bien. Il suffit en plus, par exemple, de fertiliser un peu ce couvert pour le faire démarrer encore plus fort. J'investis un peu 2-3 ans pour le faire avancer, et j'aurai peut-être encore des résultats meilleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que si là on y arrive, près de Murcia, avec des sols extrêmement dégradés, un écosystème très dégradé, une pluviométrie qui est pourrie, on peut y arriver quasiment partout. Voilà. Par contre, il faut pouvoir faire ses choix rationnels d'un point de vue économique et ne pas designer des choses trop complexes de prime abord. Peut-être qu'après 2030, quand on aura fait ça partout, on pourra commencer à complexifier. Voilà. Merci. Merci Sébastien. Ok, alors on va prendre une question. J'ai un peu duré, je crois. Bonjour, Florian, je suis vigneron. Moi j'ai une remarque. Je trouve qu'à travers tous les labels qu'on utilise, agroécologie et compagnie, il y a quelque chose de pas honnête dedans. Je m'explique pourquoi. On part toujours du postulat qu'il va y avoir du pétrole. Tout le système de semi-direct qu'on voit là, c'est magnifique. Ça marche tout avec une grosse machine, un semoir hyper compliqué, en mode low-tech, on n'y arrive pas. En tout cas, pas sur les grandes surfaces. Donc, en fait... Je suis pas d'accord, mais on... Bah, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le semoir à semi-direct, on peut pas dire que c'est quelque chose de simple. Ouais, mais ça se fait à la volée. Je reviens du Bénin, là, ils sont tous à la main, on va développer des techniques qui marchent très bien. Le semi à la volée, vous le faites, quoi. Vous l'avez en France. Mais s'il n'y a plus de pétrole, il y aura beaucoup plus de main-d'œuvre. Non, mais on est bien d'accord, mais la chose aujourd'hui, c'est essayer de parler de systèmes qui vont être vers le futur, mais en considérant aussi le fait que cette énergie, il ne faut pas l'utiliser aussi fort qu'on l'a utilisé jusqu'à présent. Parce que c'est facile de dire on va pomper de l'eau, machin, on utilise de l'électricité. L'électricité, on l'a. Peut-être pas pour longtemps. Le pétrole, pendant combien de temps? Et je trouve que enlever cette notion de pétrole et d'énergie facile, parce que tout découle du pétrole, c'est aussi un petit peu se voiler la face. Et je trouve que c'est quand même important de le rentrer dans l'équation. Et on ne le rentre jamais. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes les fermes, elles se diminuent par deux. Donc les fermes deviennent toutes de plus en plus grosses, avec des gens qui ont des plus en plus gros tracteurs. Et on en est là. Et je pense que quand on parle d'agriculture et qu'on parle d'avenir, on est obligé de le rentrer dans l'équation. Et que ça soit tout le monde, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On n'est pas compte, mais aujourd'hui, si on devait battre un champ de blé à la main, voilà le chantier. Hein. Alors, je vais me permettre de répondre. En fait, vous êtes en train de prendre une partie d'une équation et de la localiser dans l'équation actuelle. Juste de rentrer ça dans l'équation. Oui, alors attention, si demain on n'a plus de sources d'énergie et de pétrole, l'intégralité des villes va se vider et on aura la même masse agricole et d'ouvriers, peut-être un peu feignants au départ, mais ça va très vite se glisser dans le temps, qui vont envahir les campagnes. Donc en fait, on ne peut pas prendre une partie et venir le coller dans une civilisation qui n'a plus rien à voir. Donc il y a deux solutions, et ça par contre, on peut ne pas être d'accord sur le postulat. Moi j'ai beaucoup réfléchi à ça, notamment à partir du Covid et tout, parce qu'on avait tous un peu plus de temps, on a tous plus lu, voilà. C'est vrai qu'il y a une hypothèse de technologiste, c'est-à-dire l'avenir, on va réussir à trouver des formes d'énergie, des formes d'organisation sociétale qui nous permettent à 7 ou 9 milliards sur Terre de tenir. Et il y a une autre hypothèse, plus naturaliste, où il y a une forme d'effondrement, parce que plus d'énergie, et derrière, on a une forme d'organisation sociétale différente. J'ai pas réussi à faire la synthèse entre ces deux postulats, et j'ai préféré choisir la première, parce que la seconde implique beaucoup de morts, beaucoup de guerres et beaucoup de problèmes. Attention, je ne dis pas qu'elle n'est pas valable, cette hypothèse. J'ai pas dit que cette hypothèse n'était pas valable. Je la connais et je la reconnais. J'ai juste choisi une autre hypothèse. Et j'ai choisi une hypothèse positive qui nous permet, à 9 ou 10 milliards sur Terre, de vivre en paix. Maintenant, on peut avoir le choix de dire, ça ne va pas arriver, mais en fait, ça me fait chier, j'ai pas envie de me lever le matin en me disant que tout va s'effondrer, qu'il n'y a plus avoir d'énergie, et que je vais devoir prendre une carabine et tirer sur mon voisin parce qu'il n'y aura plus à manger, parce que s'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de camions, au bout de 3 jours, une ville comme Lyon, c'est fini. Hein.
Supermarché, c'est plus du PQ, du Nutella, pourquoi on va se battre, hein, c'est pour des pâtes et machin. Donc à un moment donné, non mais j'entends, on va pas faire un débat d'idées, on va passer des heures là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que moi, mon postulat, c'est de dire, je tourne mes entreprises pour partir du réel et me dire que oui, demain le tracteur, il fonctionne à autre chose, peut-être que le pétrole. Les semences, on va devoir quand même être organisé et faire ça, mais j'entends qu'on n'est pas d'accord sur le fait que peut-être que mon scénario est moins probable que le vôtre, mais je pense que le futur ne se prédit pas, il se fait. Donc ce sera la somme de nos choix individuels qui nous permettra de tendre vers un ou l'autre des scénarios. Et moi j'ai choisi de choisir le premier scénario parce que le second ne me plaît pas et que je préfère mettre mon énergie et mon jus de cerveau pour réaliser celui-là. Est-ce qu'il est complètement réaliste? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a vraiment un aspect aléatoire. Maintenant, pour changer l'aléatoire, je pense que c'est nos actions, mais je peux entendre, votre réponse est très pertinente. Et on essaie de travailler le volet énergétique dans nos projets, mais il faut l'assumer sans doute. Je propose qu'on mette entre parenthèses cette discussion qui est absolument hyper intéressante et importante selon moi, mais qui ne peut pas rentrer malheureusement dans le planning de cette matinée dont le temps est déjà écoulé et il nous reste une intervention à avoir. Donc je vais prendre encore c'est une question. Ouais. Je ferai la réponse rapide. C'est en réaction à ce qui s'est dit là? Un peu. Ah non, alors non. Désolé. On peut le faire à table ensuite, enfin à table. Oui, je pense que c'est des débats avec grand plaisir. C'est des positionnements en fait aujourd'hui qui sont viscéraux, donc on peut pas les discuter parce que c'est très compliqué d'être d'accord. C'est comme si vous dites